Le philosophe Alain Finkielkraut avec nous, l'identité malheureuse aux éditions Stock. J'ai noté votre phrase, François Hollande a humilié la République avec l'affaire Leonarda. Aujourd'hui, on a l'impression que dans une société qui se cherche, qui est en crise, qui est en quête d'identité, il y a une personne vers laquelle se tournent les Français à tort ou à raison, c'est elle. Je crois, mes chers amis, que nous pouvons être fiers de nous. Les performances ont fait trembler le système. Et je peux vous le dire, il n'a pas fini de trembler. C'est Marine Le Pen. Marine Le Pen qui monte dans les sondages, qui a une élection en sa faveur, l'élection cantonale de Brignoles. C'est elle qui incarne l'identité française aujourd'hui, Alain Finkielkraut ? Je ne dirais pas cela, mais je dirais que, j'espère que non, bien sûr, la hantise du Front National rend toute une partie de la classe politique et de l'intelligentsia complètement idiote. C'est-à-dire que elle donne le tempo là en ce moment. Pour ne pas faire le jeu du Front National, on refuse de regarder la réalité en face. Tout se passe comme si, aux yeux d'un grand nombre de gens, d'une partie de l'élite dite éclairée, Marine Le Pen contaminait tout ce qu'elle touche. Puisqu'elle parle de la nation, alors ne parlons pas de la nation. N'en parlons pas, ou bien parlons-en avec des guillemets. Vous voyez, elle criminalise l'identité parce qu'elle en parle. Elle criminalise l'appartenance et le résultat, c'est une sorte d'aveuglement volontaire des sociologues et des journalistes. Il y a toutes sortes de réalités qu'on passe sous silence, ou bien qu'on choisit d'édulcorer. Parce que, dit-on, eh bien, par exemple, l'immigration, l'islam, la réalité, vous en parlez dans votre livre. Oui, la réalité de ce qu'on appelle drôlement les quartiers, les lycées, les collèges et maintenant les hôpitaux sensibles. On se dit souvent, même dans les salles de rédaction, que si on fait trop de reportages là-dessus, on va faire monter le Front National, favoriser le Front National. Et on se dit aussi que puisque le Front National en parle comme il en parle, alors nous sommes dans la même situation que dans les années 30. L'islamophobie est aujourd'hui ce que l'antisémitisme était hier. On veut, si vous voulez, une France repliée sur elle-même, transforme l'étranger en bouc émissaire. Cette tentation existe, bien sûr, mais les problèmes aujourd'hui sont d'une toute autre nature. Mais les problèmes sont économiques aujourd'hui. C'est une crise économique, Alain Finkielkraut. Justement, là aussi, on dit, on veut transformer une crise économique en crise identitaire. Non, la crise identitaire existe aujourd'hui. Les Français, ou beaucoup d'entre eux, sont saisis d'une véritable inquiétude identitaire. Et c'est souvent l'hyperclasse pété de thunes, excusez-moi l'expression. Les Parisiens, c'est ça, oui, pas seulement. L'hyperclasse pété de thunes, alliée avec une partie de la Caïra, qui ne cesse de faire la leçon aux classes moyennes. On le voit tous les jours et toute la journée à Canal+, de l'émission d'Ali Badou au Grand Journal. C'est absolument effroyable, parce que ces gens-là, si vous voulez, font l'apologie du sans-frontiérisme, réclament une politique d'ouverture, mais ils ne payent pas le prix de la politique qu'ils réclament. Ils vivent dans des quartiers protégés, dans des immeubles protégés, et ils mettent leurs enfants dans des écoles socialement et même ethniquement homogènes. Donc ils se payent de mots. Et la réalité, c'est qu'en effet, quand je parle d'inquiétude identitaire, c'est qu'un certain nombre de Français ou d'immigrés d'origine européenne se sentent devenir minoritaires là où ils habitent. Vous voyez, minoritaires. C'est pas donc qu'ils ont peur de l'autre ou la haine de l'autre, mais tout d'un coup, c'est eux. On se dit, mais ils sont autres chez eux. Donc on n'est plus en France. C'est ça, on n'est plus en France. Oui, alors, je ne veux pas. C'est ce qui a été dit. C'est ce que Claude Guéant a dit quand il était ministre de l'Intérieur. Il a dit certains ont l'impression de ne plus être en France aujourd'hui. Il ne faut pas généraliser ce propos. Il ne faut pas généraliser ce propos. Mais un géographe, Christophe Guy, lui, a montré que sous le drapeau du métissage, aujourd'hui, la France était en proie à une véritable fragmentation territoriale ou culturelle. Donc,
les Français ou des Français n'habitent plus au-delà du périphérique, mais au-delà de la banlieue, dans des zones qu'on dit périurbaines. Et je dois dire que le métissage marchait beaucoup mieux quand l'assimilation était de mise. L'assimilation, pourquoi? Parce que l'assimilation, ça provoque des mariages mixtes. Or, aujourd'hui... On est dans le communautaire. Et aujourd'hui, en tout cas, si l'on en croit les enquêtes les plus récentes, notamment celle de Michel Tribala, on assiste parmi les musulmans à un phénomène de désécularisation, donc de retour aux religieux, et à des mariages endogamiques. Pourquoi citais-je Michel Tribala? Parce qu'il lui arrive la même chose qu'à moi, c'est-à-dire au lieu d'étudier ce qu'on dit, de réfléchir à ce qu'on dit, on explique que elle est l'idéologue du Front la sociologue du Front National. Et ça permet précisément d'annuler, en quelque sorte, de discréditer le discours dont elle est porteuse et surtout la réalité qu'il y a derrière. Mais c'est une politique de l'autruche. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas face à une France qui, grâce ou à cause de la mondialisation, est finalement en train de changer? Oui. Et simplement, aujourd'hui, la France de la République unie et indivisible, elle n'existe plus. On va vers un pays qui va se communautariser. Oui, et à ce moment-là, la responsabilité du politique, c'est de dire Français, Françaises, la France telle que vous l'avez connue n'existera plus. Voilà la France de demain. Non, et vous devez l'accepter parce qu'elle est comme ça. Oui, mais c'est terrible, parce que ça veut dire que la politique aujourd'hui, c'est l'accompagnement d'un processus inexorable. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Et donc ça veut dire que la politique se vide elle-même de toute substance et on nous fait sans cesse l'apologie du changement. Mais il faut s'interroger. Change-t-on pour le mieux ou peut-être pour le pire? Mais un changement, ça s'accompagne, ça se gère, un changement. Pas forcément. Il y a des changements qui se combattent. Vous savez, il y a un philosophe, Walter Benjamin, un philosophe qui s'est suicidé en 1940 et qui est un des penseurs très importants du XXe siècle. Eh bien, il dit que aujourd'hui, la révolution, ce n'est plus la locomotive de l'histoire qui fonce en avant, c'est la main qui tire sur la sonnette d'alarme. Si on fonce vers l'abîme, ou si on fonce vers le pire, il faut tirer la sonnette d'alarme. Mais quand on la tire aujourd'hui, on n'est pas considéré comme un révolutionnaire, on est traité de réactionnaire. On n'a pas le droit aujourd'hui, ou précisément ce qui se passe n'est même pas le fait de notre volonté, on n'a pas le droit de penser à contre-courant. Vous pensez à contre-courant, vous êtes réactionnaire, vous dites nous ne vivons pas la même chose que les années 30, alors là c'est pire, vous êtes fasciste, vous êtes le complice du Front National. Ça crée un climat imbécile de terreur intellectuelle. Dans votre livre, vous parlez du voile, des signes religieux, il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous êtes d'accord pour un jour avoir, vous êtes prof à Sciences Po, Polytechnique, Alain Finkielkraut. Est-ce qu'un jour vous seriez choqué par avoir une étudiante portant le voile à Polytechnique face à vous? Disons que... Est-ce que ça vous embêterait? Oui, ça m'embêterait. Mais c'est une étudiante qui vient chercher votre savoir. D'abord, je ne crois pas, parce que quand vous venez voiler en cours, vous déclarez quelque chose. Le voile, on dit que c'est un symbole de la pudeur, c'est au contraire une sorte d'affichage, une manière de dire le dogme dont je suis porteur est plus puissant, plus fort, plus vrai que les savoirs que vous êtes censé m'apporter. Mais il faut se souvenir surtout, et puisque nous avons 2 minutes, je voudrais le dire, que qu'en 1989, quand avec Elisabeth de Fontenay, Elisabeth Badinter et d'autres, et Régis Debray, nous avons signé un manifeste contre le voile à l'école, nous avons été accompagnés par des intellectuels originaires d'une terre d'islam, dont Mohamed Arbi, parce que, disait-il, la question du voile se pose d'abord comme un problème politique, celui du statut des femmes de croyance musulmane dans une société laïque. Et pas plus tard qu'hier, j'ai eu une conversation avec un chauffeur de taxi qui m'a reconnu, qui m'a dit « Vous avez dit un jour que la laïcité n'est pas négociable, je vous en félicite. » Il avait un accent, je ne savais pas d'où il était. Je suis d'origine algérienne et je ne peux pas supporter ce qui se passe et notamment les transformations de mon pays d'origine. Il dit « Je vois les gens, ils sont habillés comme des Pakistanais. Ce n'était pas le cas hier. Pourquoi est-ce le cas aujourd'hui? Cette désécularisation, il est, lui, musulman, algérien vivant en France, le premier à en souffrir. »